Allez, c'est parti. Donc, bon, je lance le live. Il est diffusé donc simultanément sur le réseau sur la page Facebook de l'association SOS Casamance. En attendant que mes invités soient là, je suis en train de les guetter. Je ne les vois pas. Alors, ok. Oui, Ayoudele est là. C'est parfait. Maximiser. Ok, ok. Ok. Est-ce que vous me voyez, Ayoudele? Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? C'est parfait. Là c'est bon. Je te prends. Alors, du coup, il y a Rokhaya. Bon. Bon, super. Et les uns et les autres. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amadou. Oui, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, bienvenue. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, nous sommes donc en direct ici au niveau de l'association SOS Casamance, donc de la semaine, comme je le disais, dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations. Je crois que vous m'entendez bien. Hein? Oui. Donc, je suis avec quelques jeunes donc en public qui est là aussi. J'ai notre ami aussi Anzouman Sissoko qui est passé, en tout cas, regarder l'exposition et en même temps, donc voilà, qui est là avec nous. C'est un plaisir, hein, merci. Et puis, j'ai le plaisir en tout cas d'avoir sur ce live-là. Il y a Pape Sissoko, Pape il est en train de se connecter. Donc, il y a Ayoudele, à la mairie du 18e, au maire du 18e chargé des questions de santé. J'ai Espoir 18, donc avec Rokhaya, c'est ça? Rokhaya, vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est super, merci. Le temps que j'ai Pape Sissoko, il est là déjà, je crois, je le vois. Pape, tu es là? Allô, Pape? Bon, Pape n'a pas le micro. Voilà, alors je disais que bon, c'est l'idée, c'est de faire un petit, de marquer un peu notre participation par rapport à l'actualité de la semaine. Donc, la ville de Paris qui organise chaque année effectivement une semaine dédiée à la lutte contre les discriminations. On sait que c'est la 5e édition cette année. Et puis les associations en profitent, sur tout Paris, pour organiser des événements. Le lancement, effectivement, a été fait le lundi dernier. Donc, il y a une grande réunion avec pas mal d'élus de la ville de Paris, avec des associations également, avec des experts qui ont été invités. C'était très, très enrichissant. C'était aussi sur le thème du sport. Donc, dans le 18e, effectivement, nous, ça fait quelques années, on participe en tant que structure associative à cette initiative-là. Donc, cette année, on a essayé de faire un petit, disons, une exposition sur les tirailleurs sénégalais. Et puis, en même temps, on a pensé effectivement partager avec des acteurs de terrain que vous êtes, parce que je sais que vous êtes des élus. Il y a des élus, c'est vrai, mais avant d'être élus, je crois que la plupart, effectivement, c'est des acteurs de terrain, c'est des gens qui ont milité, c'est des gens qui ont une expérience et une expertise de la vie, et qui fait que c'est fort de toute cette richesse-là qu'on aimerait partager avec en tout cas ce public-là, échanger. Notamment, je pense à Ayoudele qui est une grande sportive, qui est quand même connue, quoi. Quand on parle d'Ayoudele, bon, c'est connu effectivement dans le monde sportif pour avoir participé à des compétitions quand même assez intéressantes, de haut niveau, voilà. Et puis, Espoir 18 également, des gens qui sont sur le terrain, qui accompagnent des jeunes, qui font plein de choses. Il y a Marie-Laure normalement qui doit être là. Je l'ai pas sur comment dirais-je, sur l'écran. Je l'ai pas encore vu. Ouais, très bien. Marie-Laure est là. Merci Marie-Laure. Oui. Donc Marie-Laure, effectivement, c'est l'adjointe au maire aussi chargée des questions de discrimination, puisqu'on parle de discrimination, c'est tout à fait important. Merci Marie-Laure, en tout cas, d'avoir accepté d'être avec nous. C'est un plaisir et c'est un honneur. Donc voilà, je pense qu'il y a Marie-Laure, il y a Pape Sissoko, comme je disais tout à l'heure. Pape, est-ce que tu m'entends, Pape? Pape?
Non. Je le vois, mais Pape, tu ne m'entends pas? Non, Pape ne m'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, du coup, voilà, on va aller dans le vif du sujet. Donc, je disais tout à l'heure qu'effectivement, on est, comment dire, donc, on est dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations. Le but pour nous, au-delà de l'exposition qui va rester pour toute la semaine sur les terrains sénégalais, aujourd'hui, on marque un temps d'échange avec effectivement les acteurs pour parler de la discrimination, parler du sport, parler aussi de la santé, parce que je pense qu'après, quand on parle de la santé, aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, évidemment, je crois qu'il y a il y a des questions qu'on peut se poser. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser parce que tout simplement, aujourd'hui, le droit, l'exercice du droit à la santé souvent est un exercice qui n'est pas du tout assumé par beaucoup de nos compatriotes. Peut-être par manque d'information, peut-être par manque d'orientation, peut-être pour des raisons X ou Y. Je crois que tout ça, à un moment donné, ça peut aussi laisser penser que peut-être c'est des gens, voilà, qui n'ont pas, qui sont laissés comment dirais-je, à la marche et qui auraient pu peut-être avoir un traitement tout à fait adéquat. Quand on parle du sport également, on parle beaucoup, voilà, on parle d'inclusion sociale, le sport comme étant un moyen d'inclusion sociale. On voit que voilà, la pratique du sport, il y a des choses, des faits qui souvent peuvent faire réfléchir qu'effectivement la question de l'inclusion sociale, c'est un idéal, mais c'est très difficile de l'atteindre dans le sport pour des raisons très simples que dans certaines disciplines, c'est des compétitions et ces compétitions-là, on prend les meilleurs. Et puis bon, quand on va sur cette posture-là, c'est vrai qu'évidemment, on se questionne beaucoup. Voilà. Donc, je crois que tout ça, c'est des approches, c'est des réalités à partir de lesquelles on va peut-être on va essayer de réfléchir ensemble et puis vous, à travers vos expériences, à travers vos vécus, à travers peut-être, voilà, en tant qu'acteur de terrain, les réalités que vous avez vécues et vouloir partager avec nous. Et je disais tout à l'heure qu'on a un public des jeunes ici et puis aussi des habitants que j'ai invités qui sont venus pour qu'on puisse effectivement échanger et partager. Voilà un peu le décor. Donc, je m'en vais en tout cas vous donner la parole tout de suite pour vous laisser quand même vous présenter avant peut-être que je vous lance. Je vous amène sur des questions-réponses tout à l'heure. Je commence par. Alors, je vois. Ayodele, je commence par vous. Ok. Bonsoir à toutes et tous. Donc, Ayodele Ikwessan. Je suis effectivement je suis maire adjointe en charge de la santé, de la réduction des risques. Et comme l'a si bien dit Madou, je suis aussi une athlète olympique sur 100 mètres les 4 fois 100 mètres. Donc, moi, j'ai fait les JO de Pékin en 2008 et de Londres en 2012. Et je suis aussi engagée au sein de la commission des athlètes de haut niveau au niveau du comité olympique où on porte des sujets sur les luttes contre les discriminations, mais aussi la place des athlètes dans les instances sportives, entre autres. Voilà, pour une introduction pas trop longue. Voilà pour moi. Bon, très bien. En tout cas, merci à Ayodele. Et je donne la parole. Marie-Laure, est-ce que tu m'entends? Marie-Laure? Bon, je viens de rejoindre Ariane. Oui, d'accord. Je peux finalement rester tout au long de la réunion. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Laure. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu m'entends? Alors, elle ne m'entend pas. Rokhaya. Oui. Rokhaya? Oui, Rokhaya, je te permets de réagir, s'il te plaît. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Rokia Silla et je suis conseillère en insertion professionnelle au sein du Hub. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, oui, on vous entend. Très bien. Ok, Rokhaya, merci beaucoup. Je passe la parole. Donc, je reviens sur Marie-Laure, je ne sais pas si elle m'entend. Alors, Marie-Laure, c'est difficile. De. Elle ne m'entend pas. Pape Sissoro. Alors, Marie-Laure, attendez, je vous vois. Oui, Marie-Laure. Elle parle de quoi? Moi, je vous entends bien. Si on t'entend. Super. Voilà. Donc, voilà.
Je vous laisse vous présenter Marie-Laure, s'il vous plaît. Ok, ça va, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Marie-Laure Casier et je suis élue de la mairie du 18e, avec ma collègue Ayodele Kwesson. Et moi, je m'occupe de la lutte contre les discriminations et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, on anime un réseau dans ces deux sujets de la délégation, à la fois lutte contre les discriminations et lutte contre les violences faites aux femmes. Très bien. Ben, merci Marie-Laure, en tout cas, pour cette disponibilité. Pape Sisson? Pape, je ne m'entends pas. Pape Sisson. Alors, donc, on va aller dans le vif du sujet. Donc, je disais tout à l'heure que je vais vous laisser développer vos communications, mais en même temps, le public peut réagir. Donc, vous posez éventuellement des questions. C'est ça le but, parce qu'on se dit, bon, on s'est habitué maintenant avec effectivement l'usage de ce genre de conférences. Donc, on en profite, on prend une partie en tant qu'élu. C'est sûr que des fois, c'est très compliqué de vous mobiliser pour des raisons liées à votre agenda, mais on peut vous avoir effectivement à travers ce genre de live. Au moins, ça vous donne quelque temps de pouvoir passer, de pouvoir échanger avec effectivement ce public-là. Alors, Ayodele, vous, je vais vous demander en tant que vous aurez deux casquettes. Casquette de sportive, casquette d'élu en charge des questions de santé. Alors, en tant que sportive, quand on parle effectivement de discrimination, est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez des choses effectivement à peut-être partager en se disant, ben oui, j'aurais souhaité que ça se passe comme ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça, ça s'est fait comme ça. Il y a des choses, il y a des anormalités, des choses qui vous semblent anormales dans la pratique du sport et qu'on peut peut-être assimiler à des pratiques de discrimination. Je ne sais pas si vous avez des exemples à partager. Oui, alors moi j'ai de la chance, où disons on a des hommes et des femmes. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement. Oui, bon, et donc moi les exemples de discrimination, dès lors on se rapproche de la trentaine, chez les femmes, où en fait on considère qu'il faudrait arrêter de faire du sport de haut niveau et que c'est incompatible avec une vie de maman. Donc c'est vraiment des gros sujets qu'on a de parité dans le sport et aussi le fait qu'on ait très peu de femmes dans les instances dirigeantes parce qu'on considère que c'est pas incompatible, mais d'être une femme à la tête d'une instance dirigeante. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent s'engager, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ce soit, on va dire, normal et qu'on arrive avec parité dans le sport. Donc, et je dirais aussi en termes de discrimination dans le sport, il y a aussi le sujet que quand vous êtes une femme, le rapport physique compte beaucoup. Alors que pour nos homologues masculins, on est beaucoup sur la performance, alors que pour les filles, il faut performer, mais il faut aussi répondre à des critères physiques importants. Donc on sort en fait visiblement du sport. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des exemples. Et puis après, je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit accepté qu'on fasse une carrière de haut niveau dans le sport. Parfois, dans certaines cultures, c'est plus compliqué aussi. Donc voilà, c'est ce type de discrimination moi j'ai pu rencontrer dans le sport et que beaucoup de femmes ont pu rencontrer par le passé aussi, et aujourd'hui encore. D'accord, ben, très bien. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites. Alors bon, j'ai des jeunes sportifs ici, qu'adaptif sport. Ok. Est-ce que quand vous entendez ce qu'elle est en train de dire par rapport en tout cas à l'expérience qu'elle a vécue sur la pratique dans le sport,
des pratiques du genre qui laissent penser qu'effectivement c'est de la discrimination. Est-ce que vous, en tant que sportif jeune, ça vous arrive de penser que vous êtes peut-être victime ou voilà, hein? Vous pouvez parler, on vous écoute. Pour l'instant, jamais. Jamais? Vous n'avez pas vécu ça? D'accord. Et vous autres? Jamais. Jamais? Issa au basket? Issa? Moi, au basket, avant, quand j'étais petit, j'étais nul. Et on me disait, t'es nul. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit, Issa? Oui, j'entends. Oui, Issa, allez, vas-y. On te disait quoi? Quand j'étais en CM2, on me disait, t'étais nul. Et c'est tout. Et vous, ça vous fait quoi quand on vous dit que vous êtes nul? Bah, j'ai progressé. Hein? J'ai progressé. Vous avez progressé. Oui. Parce que le fait qu'on vous dit que vous êtes nul, ça vous donne envie de vous battre. Oui. D'y aller. Ok, d'accord. Mais c'est intéressant, ça. Et mademoiselle, vous? Jamais? Caroline? Non? Tu n'es pas sportive? Ah bon? Je fais pas Alors. de basket. Ah oui? Azouman, est-ce que toi, par exemple, en tant que militant sur ces problématiques du sport, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous arrivez à. Voilà, vous avez vécu des situations qui vous laissent penser que, ouais, ça, c'est de la discrimination dans le sport, non? Alors, moi, ce que je retiens, c'est souvent quand le résultat sportif Oui. n'est pas au rendez-vous. Et souvent, ce sont les jeunes issus de l'immigration ou des quartiers populaires qui sont dans le sport, qui sont victimes souvent du mauvais résultat. Si le résultat est au rendez-vous, on parle très peu de ces sportifs-là. Donc, en tout cas, moi, de l'extérieur, c'est ce que je vois sur le terrain, c'est ce que je vois à la télé. Et quand le résultat est là, tout le monde est content. Quand le résultat n'est pas là, et ce sont souvent les jeunes de quartier populaire qui sont plus possibles, que ce soit, même si le résultat est là, l'adversaire qui est déçu. Et voilà, c'est ce que je retiens, en tout cas, depuis que je suis en France par rapport au sport. D'accord. Mais ça, après, c'est l'exigence du public, je crois. Un public très exigeant, parce que ça aussi, c'est la réalité du sport. Le sport, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Donc, quand on perd, effectivement, on n'est pas content. Et quand on gagne, effectivement, ben, vous êtes des héros. Ben, la gloire, elle est là. Et Mais c'est comme, enfin, juste, je suis dans le même sens que Anzouman. C'est vrai que quand Yannick Noah gagnait, il était français, et quand il perdait, il était camerounais. Et souvent, quand il y a des défaites sportives et qu'on est des jeunes d'immigration, on va chercher nos origines. Par contre, quand on gagne, effectivement, on est tous français. Et ça, c'est vrai que ça reste un problème parce que qu'on gagne ou qu'on perde, il faut aussi qu'ils puissent être fiers de nos parcours, qu'importe nos origines. Et qu'il n'y ait pas de distinction entre celui qui est de la Creuse ou celui qui a des origines africaines, antillaises ou autres. Absolument. Non, c'est une dimension, oui. C'est une dimension extrêmement importante, à mon avis, hein, parce que souvent, on ne parle pas, parce que là, on parle de sport, on parle d'inclusion, mais c'est vrai que cet aspect-là, on ne l'a pas beaucoup abordé. Moi, j'ai participé à la conférence inaugurale, en tout cas de la semaine, mais avec vraiment des sommités et puis des gens qui étaient avec des communications très fortes. Mais c'est vrai que, ben oui, c'est vrai qu'on a parlé de Mbappé, effectivement, cette fois-ci, en tout cas avec la suite de l'histoire de Mbappé, qui a un peu défrayé la chronique ces temps-ci, où il y a peut-être la LICRA qui s'est impliquée dedans, avec d'autres acteurs. Donc voilà, moi je crois qu'après, donc il y a du travail à faire à ce niveau-là, hein, de sensibilisation, d'éducation, pour que effectivement qu'on arrive à avoir cet état d'esprit, en tout cas sur le traitement égalitaire entre les citoyens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine. Je crois que ça, c'est un travail de fond. Et c'est ce qu'on essaie effectivement de faire dans le cadre effectivement associatif. Marie-Laure, alors moi, je vais vous donner la parole. Vous, en tant qu'élu chargé des questions de discrimination, quand vous écoutez un peu ce qui vient d'être dit, quelle réaction ça vous fait? Effectivement, il y a énormément de formes de discrimination différentes. Il y a beaucoup d'échos. Je ne sais pas s'il y a moyen de réduire cet écho. Beaucoup d'échos, non? Oui. Ça Oui. va?
Bah, quand vous parlez, ça va, mais quand nous, à distance, on parle, ça fait énormément d'écho. Du coup, on Ah, n'entend pas trop ce que euh, très bien. Mais on vous entend parfaitement ici. Je ne sais pas pourquoi il y a... Attends, je vais voir. Ouais, il y a... Je vais voir. Oui, allez-y. Peut-être j'ai mis deux trucs. OK. Bon, là, ça va. Allez. Là, ça va? Bon, c'est pas grave. Là, ça va? Bon, le principal, c'est que vous entendiez bien, mais ceux qui sont à distance, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais là, ça va? Alors, Ça va? bah, quand vous parlez, ça va, mais ah ouais, là, ça va mieux. Ouais. Bon, très bien. Non, j'ai compris pourquoi. Allez-y. Ok, désolée. Alors, du coup, effectivement, il y a beaucoup de sortes de discriminations différentes. La loi, elle retient 20 critères de discrimination différents, je crois. Donc, il y a évidemment les discriminations en raison de l'origine, du sexe, de l'âge, du genre, de l'état de santé, d'un handicap ou de toute différence, en fait. Toute différence peut donner lieu éventuellement à des pratiques discriminatoires qui sont punies par la loi. Donc ça, c'est le contexte général de la discrimination. Et la difficulté pour les élus, je pense, à lutter contre les discriminations, c'est que en fait, elles sont partout potentiellement. Et il faut savoir les diagnostiquer, les détecter. Et donc, c'est pour ça que nous, dans le 18e, on vient de créer un réseau de lutte contre les discriminations pour mettre en lien les différentes associations qui œuvrent en la matière, au rang desquelles il y a effectivement beaucoup de clubs sportifs du 18e qui sont très, très engagés. Et ça permet déjà de se connaître, de se parler, et puis de se partager des outils sur comment lutter contre les discriminations ou comment parler, sensibiliser sur la lutte contre les discriminations. Donc voilà, c'est pas évident, je pense aussi en tant qu'association de terrain, qu'on soit une association sportive ou pas, de savoir comment les détecter ces discriminations, parce que parfois ça va du simple échange entre les personnes à des pratiques à une échelle plus large. Donc en fait, voilà, les discriminations, malheureusement, elles peuvent se situer à différentes échelles et sur différents plans, quoi. Et donc, pour lutter contre ces discriminations, il y a un plan national qui a été élaboré par la DILCRA, c'est la délégation interministérielle qui se charge de ces sujets, avec notamment les associations de lutte contre les discriminations LGBT-phobes, donc les discriminations envers les personnes LGBT+. Donc il y a un plan d'action qui a été élaboré pour les années 2020-2023 et qui permettent de lister pas mal d'actions proposées notamment aux responsables d'action publique pour détecter ces discriminations et puis pouvoir lutter contre, que ce soit par des campagnes de sensibilisation, des campagnes de communication, mettre en place aussi une labellisation des associations qui œuvrent en la matière. Voilà, c'est un plan qui me semble intéressant au-delà des discriminations envers les personnes LGBT+. Il me semble que c'est des bonnes actions aussi, des bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre envers toutes les discriminations. Enfin, qu'on peut mettre en œuvre dans le champ de toutes les discriminations. Voilà. Enfin, après, il y a encore plus de choses à dire en la matière, mais voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Merci en tout cas pour en tout cas la circonscription de ce cadre de façon générale, avec effectivement les dispositifs qui se mettent en place, qui sont mis en place avec des acteurs majeurs qui travaillent au quotidien effectivement pour promouvoir des droits et qu'il y ait l'égalité entre cet idéal de l'égalité soit une réalité quoi dans la pratique et puis qu'il soit respecté partout où on se situe et où dans le champ d'action où on est. Je crois que ça c'est très très important parce que c'est aussi
faire émerger un peu cet esprit de tolérance face à la différence, parce que souvent, la différence, ça peut effectivement susciter l'intolérance et c'est quand même dramatique, quoi. De tomber dans ça, mais ça demande de l'éducation. Et je crois qu'effectivement, ce travail de sensibilisation me paraît très, très important en amont. Pape Sisson, je ne sais pas si Pape, il m'entend ou pas, parce qu'apparemment, il me dit qu'il est sur son smartphone, Pape. Donc, Pape n'est pas là. Rokhaya. Rokhaya? Oui, je t'entends. Oui, est-ce que le bruit, ça va quand même, hein? C'est un peu, ça va, vous entendez mieux? Oui, j'entends beaucoup mieux là. Super. Alors, Rokhaya, elle est chez Espoir 18. Espoir 18, on sait très bien que vous accompagnez beaucoup les jeunes. L'autre jour, on en parlait. Est-ce que vous, dans, par exemple, le travail que vous faites au quotidien, je sais que vous êtes dans différents secteurs, dans différents domaines, vous avez des retours de jeunes qui, par exemple, voilà, vous diront qu'ils sont victimes de discrimination, ils ont des difficultés. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un témoignage à faire par rapport à ça? Alors, moi, j'ai mon propre témoignage déjà à faire par rapport à ça. Et vous m'entendez? Oui, je vous entends tout à fait. Je vous entends, mais je crois que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Alors, oui, je disais que j'avais mon propre témoignage à faire par rapport à la discrimination. Et j'ai eu aussi des retours de certaines personnes qui ont été victimes aussi de discrimination. Et voilà, comme on en a parlé dernièrement, moi, la question que je me posais, c'est lorsqu'on est victime de discrimination, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez informé des dispositifs, des associations qui sont censées nous accompagner lorsqu'on est victime de discrimination. Moi, personnellement, je vous apporte un petit témoignage en rapide. Alors, pendant ma grossesse, j'ai cherché du travail en tant qu'auxiliaire de vie. Je venais d'avoir mon diplôme. Alors, j'ai été reçue dans une structure et du coup, j'ai passé mes entretiens, tout s'est très bien passé. Et à la fin, la dame qui m'a reçue en entretien m'a dit Madame, vous êtes enceinte? Je lui ai dit oui, je suis enceinte. Et du coup, elle m'a dit qu'on ne pourrait pas continuer, que je ne pourrais pas travailler pour eux par rapport à ma grossesse. Alors moi, sur le coup, j'ai été très frustrée. Forcément, il y a les hormones qui entrent en jeu. Je me suis pas sentie bien sur le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas vers qui me diriger. Je ne savais pas s'il existait des associations qui pouvaient m'aider sur ce plan-là. J'ai cherché un petit peu sur Internet et je suis tombée par hasard sur une association dans le 18e qui lutte contre la discrimination. Alors, je les ai contactés. Je ne pourrais pas vous dire comment s'appelle l'association parce que je n'ai plus le nom en tête. J'ai été les voir dans le 18e arrondissement et j'ai été reçue. J'ai apporté mon témoignage, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et le monsieur, lorsqu'il m'a reçu, il m'a dit, écoutez, madame, malheureusement, on ne pourra pas vous aider puisque on n'a que votre témoignage et on n'a pas de preuves que vous avez été discriminé. Alors moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment faire pour apporter ces preuves-là pour pouvoir être aidé. Parce que je pense que vous savez tous qu'on n'a pas le droit d'enregistrer les conversations. Donc moi, personnellement, je n'ai pas enregistré la conversation, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Je vais renvoyer la question à Marie-Laure. Marie? Oui, justement, ouais. Je prenais note de la situation. C'est complètement illégal. C'est une discrimination à l'embauche et c'est puni par la loi. Donc après, ce serait bien que en fait on étudie votre cas, qu'on se parle au téléphone ou qu'on se rencontre pour que nous on puisse vous aider de manière concrète, parce que l'objectif, un des objectifs du réseau qu'on est en train de mettre en place dans le 18e justement, c'est de pouvoir d'une part partager de l'info entre les structures et les assos qui aident à lutter contre les discriminations, mais c'est aussi de trouver des solutions pour des cas particuliers, pour des gens qui se trouvent discriminés et qui ne savent pas vers qui se trouver. Ce réseau, il est fait pour ça. Mais il est en train de commencer à se constituer. On a fait la première réunion en mai. Donc là, moi, je n'ai pas de solution à vous apporter
de vive voix là tout de suite, mais ce qu'on peut faire, c'est prendre rendez-vous et puis on regarde votre cas et puis on vous met en relation peut-être avec une autre association, peut-être avec des juristes, des personnes qui sont spécialisées sur le droit à l'embauche et la lutte contre les discriminations. Et pour les preuves, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'enregistrer. Après, votre preuve, c'est que le contrat, il n'a pas été signé. J'imagine que l'entreprise, elle va pas faire un écrit disant parce que madame était enceinte, nous n'avons pas poursuivi le processus de recrutement. Mais le fait est là, c'est que vous n'avez pas été recruté parce que vous étiez enceinte. Voilà. Donc bon, je ne sais pas quelle est l'association qui vous a fait cette réponse un peu décevante, mais je pense que ça mérite qu'on s'en parle. Très bien. Bon, mais c'est super. Mais en fait, Marie-Laure, je vous garde un peu parce que la question de la preuve, effectivement, c'est. Alors, il n'y a pas Marie Montelieu qui devrait être là, normalement, dans du MRAP, qui aurait peut-être pu donner quelques éclairages sur la question. Mais je sais que la question de la preuve est une question vraiment difficile pour les victimes, les supposées victimes, en tout cas ceux qui pensent être victimes de la discrimination. La question de la preuve, je crois que tout joue sur ça, quelque part. Comment on peut prouver, effectivement, de façon tout à fait matérielle, qu'on est victime de discrimination. Les associations, c'est vrai, quand ils reçoivent souvent ce genre de plaintes, la difficulté, c'est de faire des investigations, c'est de faire des démarches, c'est de faire en sorte qu'on puisse recueillir des éléments de preuve. Et malheureusement, ça, c'est très, très difficile. Et à des moments donnés, peut-être qu'il faut faire évoluer un peu cette loi qui est très, très stricte sur la question où, quand vous arrivez avec vous en disant que je suis tant que vous ne pouvez pas le prouver, évidemment, le juge, il n'est pas là pour en tout cas accepter ou pour vous donner raison, parce que tout simplement, lui, il n'a pas d'éléments à partir desquels il peut statuer pour, en tout cas, pour dire concrètement si vous êtes victime ou vous n'êtes pas victime. Ça, bon, c'est sûr que dans beaucoup de formations auxquelles moi je participe souvent, quand on arrive sur ce volet-là, évidemment, on se rend compte effectivement que la difficulté des structures et des accompagnants, c'est surtout ça. Je pense. Je ne sais pas maintenant pourquoi c'est très lourd, c'est très difficile, mais à des moments donnés, je crois qu'il faut réfléchir pour faire évoluer un peu, en tout cas, les concepts ou peut-être le cadre, afin de permettre à ce que des preuves soient produites d'une manière qui ne soit pas très, très lourde, comme c'est le cas en ce moment. Oui, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment qu'on se prenne rendez-vous avec madame pour trouver des solutions et puis qu'on puisse l'aider. Mais sur le sujet de la preuve, nous, ce qu'on peut faire, c'est aussi une réunion avec des juristes, des avocats spécialisés et des associations pour discuter de ce sujet et puis dresser des pistes d'action. Alors nous, au niveau municipal, on n'a pas le pouvoir de changer la loi. Néanmoins, nous avons des députés dans le 18e et on peut les interpeller en ce sens. Donc voilà, je pense que c'est une bonne piste de travail. Oh, très bien, c'est déjà bien. En tout cas, merci pour votre disponibilité, en tout cas, de pouvoir écouter madame en tout cas, de l'écouter plus largement dans ses difficultés et peut-être de l'orienter aux besoins. Je crois que ça, c'est très, très important. Alors, Pape, est-ce que Pape, tu m'entends, s'il te plaît? Oui. Oui. Ah oui, bon. Alors, le public va réagir là. Oui. À propos de ces sortes de discriminations qui sont un peu particulières, le fait est que la plupart du temps, les chefs d'entreprise arrivent à avancer des arguments qui sont soutenables. Parce qu'une dame enceinte qui veut être embauchée, qui veut se faire embaucher, cette dame court le risque, pas le risque, court le fait que si toutefois le chef d'entreprise l'embauchait, les jours, les semaines ou les mois qui arrivent, très, très brièvement, elle se trouve en congé de maternité. Et
si on embauche une personne enceinte et que dans le mois qui court, il va falloir encore faire d'autres choses, comment on dit, entretien pour recruter encore une personne qui va la remplacer, cela pose souvent des difficultés aux chefs d'entreprise qui dévancent ces difficultés-là en disant que nous ne pouvons pas vous embaucher. Bon, on peut placer ça dans la discrimination, mais ce n'est pas toutefois une discrimination. Parce qu'on ne peut pas obliger un chef d'entreprise à embaucher et le lendemain réembaucher. Parce qu'une fois qu'elle s'en va au congé de maternité, il va falloir qu'elle soit remplacée. Donc, cela pose un certain nombre de difficultés. Je pense qu'ils arrivent à se défendre à partir de ces arguments-là. Bon, on verra bien le sujet en question. On va pas traiter le sujet qui est quand même très personnel en réunion, mais en tout cas, j'ai aucune crainte sur le fait qu'effectivement les employeurs ils sauront toujours se défendre et justifier tel ou tel choix. N'empêche qu'au regard de la loi, c'est une discrimination et c'est illégal. Donc après, la question effectivement, c'est comment on prouve cette discrimination-là. Comment on prouve que c'est bien parce que madame était enceinte que le contrat n'a pas été conclu jusqu'au bout. Et c'est toute la difficulté. Mais voilà, c'est le même problème de discrimination quand on est une jeune femme et ils n'ont pas le droit normalement de poser la question est-ce que vous comptez avoir des enfants en fait, mais il y en a qui le font. Moi, je travaille dans un ministère. C'est pas dans mon service que ça se produit, mais je peux vous assurer que même dans le public, il y a ce genre de question qui est posée. Est-ce que vous comptez avoir des enfants? Ah mince, c'est illégal. Oups, j'ai rien dit. Bah ouais, sauf que en fait, ça compte et c'est illégal. Oui, et puis moi je voulais réagir parce que c'est un peu, c'est un peu aussi une problématique qu'on a dans le sport. En fait, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur la vie d'une femme au sein d'une entreprise, avec le fait que effectivement peut y avoir des moments de pause et que c'est pas un problème, mais que par contre derrière le fait d'être dans une entreprise qui accueille de façon favorable aussi un projet de maternité, c'est aussi une entreprise dans laquelle on a envie de rester. C'est une entreprise dans laquelle on aura envie de gravir des échelons. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'entends votre point de vue, mais c'est vu comme une problématique. Voilà, elle va être absente. Sauf que je pense que la réflexion aujourd'hui, c'est de se dire que dans la vie d'une femme et d'hommes aussi, vu que maintenant on a aussi des hommes qui demandent des congés paternité, donc ça veut dire aussi que potentiellement vous pouvez embaucher un monsieur qui va partir en congé. Comment dire, et là pour l'homme on va pas poser la question alors qu'il est possible qu'il parte en congé paternité dans quelques jours, de même que on posera pas la question à quelqu'un qui partira peut-être en congé maladie parce que il se sent pas bien ou etc. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion, et nous dans le sport aujourd'hui quand vous partez, vous avez un enfant, vous perdez votre sponsor, vous perdez le soutien parfois de votre fédération, et donc la maternité est vue comme un problème, et c'est vraiment discriminant parce que les athlètes, elles arrêtent du coup leur carrière parce qu'elles ont un enfant. Et j'ai l'impression que dans les pays nordiques, le fait d'avoir des enfants, ou en tout cas cette période de vie, elle est mieux assimilée, et que derrière, il y a une meilleure... les gens restent plus longtemps aussi dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Parce qu'on accepte de se dire que oui, effectivement, la personne va être absente quelques mois, mais quelques mois sur plusieurs dizaines d'années, c'est pas forcément beaucoup. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur comment est-ce qu'on voit la place de ces projets de vie auprès des salariés. Et je comprends que ça puisse effectivement générer une absence et que ce soit plus compliqué, mais quelque part, ça fait partie aujourd'hui du quotidien des uns et des autres, et c'est important peut-être aussi d'aborder les choses un peu différemment. En tout cas, dans le milieu sportif, on se bat aujourd'hui pour que la maternité ne soit plus considérée comme un problème chez les sportifs. Très bien, merci Ayodele en tout cas pour ce partage
d'expérience, je travaille à Marie. Alors, j'ai Marie Montelieu, donc il devrait être là. Marie, donc je te laisse aussi, qui est avec qui on travaille beaucoup dans le cadre effectivement de la lutte contre les discriminations et puis sur l'accès au droit. Donc Marie, voilà. Marie, c'est surtout le RAP, le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples. C'est surtout dans ce cadre-là que nous avons notre partenariat avec SOS Casamance depuis bientôt 2 ans maintenant. Okay. Voilà. Quand vous entendez ce qui est en train d'être dit par rapport à la discrimination, nous sommes dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations. Oui. Mais comme on l'avait fait l'année dernière, dans cette année également, là, le thème, c'est le sport, c'est aussi les problématiques de santé. Vous accueillez beaucoup aussi des gens qui viennent vous voir pour l'accès au droit souvent, et puis pour tout finalement. Est-ce que vous, par exemple, votre expérience en tant que militante qui accompagne ces personnes-là, la question de la santé, le droit à la santé, l'exercice du droit à la santé souvent, qui est peut-être pas bien compris par certains, et donc du coup qui relance, et peut-être pour le sport, peut-être que vous avez eu des dossiers voilà, de discrimination en lien avec le sport ou peut-être avec la santé. Par expérience, peut-être, si vous avez des choses à dire. Surtout que notre permanence aujourd'hui a la chance d'avoir un médecin, ancien médecin du travail, qui reçoit toutes les personnes qui ont besoin d'aide pour surtout quand on est sans papier, pour pouvoir obtenir un titre de séjour pour se faire soigner en France. Ça, j'avoue que c'est de plus en plus difficile parce que l'évolution aujourd'hui fait que dans tous les pays du tiers-monde, la médecine a quand même beaucoup évolué. Et ce qu'on ne pouvait pas soigner dans le pays d'origine, aujourd'hui, est soigné dans le pays d'origine. Maintenant, il y a des problèmes de circulation qui font que souvent, quelqu'un qui habite en Brousse a plus de facilité de venir chez un cousin qui habite en France, que de voyager, faire 1000 km en Brousse pour se faire soigner dans la capitale de son pays. Parce que souvent, il n'y a que dans une capitale qu'on peut se faire soigner. Et quand on habite à 1000 km de l'endroit où il y a un médecin qui peut soigner ce que vous avez, ça, c'est excessivement compliqué. Et en plus, ça demande, il faut quand même dire les choses comme elles sont, ça demande un investissement financier qui est très, très important. Et cet investissement financier va venir en général du pays où on a une famille qui travaille et qui peut aider quelqu'un qui a un cancer ou qui a une tuberculose. Voilà. Mais pour les gens qui sont ici, en France, avec ou sans papier, on peut quand même reconnaître que l'on soigne tout le monde. Tout le monde sera soigné, qu'on soit en situation régulière ou non. Maintenant, des discriminations au niveau des hôpitaux, le problème actuel, c'est que les hôpitaux se sont vus diminuer les lits, le personnel, et qu'on a tellement tiré sur la corde au niveau des dépenses des hôpitaux. C'est difficile pour tout le monde, hein, surtout pour les gens de niveau social bas. C'est très difficile de pouvoir se faire soigner normalement. Mais il faut se dire quand même que tout le monde est soigné, qu'on ait des papiers ou pas. Même quelqu'un qui arrive sur le territoire sans papier, qui est malade, on va le soigner immédiatement, même s'il n'a pas encore fait les démarches d'aide médicale d'État. Hein, l'aide médicale étant
la sécurité sociale, si on peut dire, des personnes qui n'ont pas de papier. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait quand même de discrimination au niveau des hôpitaux. Il y a des hôpitaux. Pardon. Mais il y a une chose qui est certaine, se faire soigner dans les hôpitaux devient de plus en plus difficile d'accès, faute de lits de personnel. Mais comment alors, il y a Rokhaya qui veut faire réagir en jeune, donc qui veut partager son expérience. Mais je vais rester avec Marie. Marie, alors, il y a par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui passe ici, souvent qui dit qu'il n'a pas de papier. Donc, pour se soigner, il est obligé de payer, en fait. Pas vrai. Bonsoir. Oui, c'est possible, dans la mesure où les gens ne sont pas informés comme Marie l'est par rapport à l'accès aux soins. Donc, si un sans-papier qui se retrouve dans cette situation et qui va consulter un généraliste, par exemple, il n'a pas d'aide médicale d'État, il n'a pas de sécurité sociale, donc il est obligé de payer. Et quand il va à l'hôpital, souvent aussi, c'est la même chose. On peut être consulté, comme l'a dit Marie, traité comme un Français à l'hôpital, mais à la fin, la loi, si vous ne présentez pas de sécurité sociale ou d'aide médicale d'État, c'est vrai que les courriers arriveront au domicile que vous allez présenter à l'hôpital. Donc, ce n'est pas faux si cette personne dit que c'est lui-même qui doit payer. Très bien. Effectivement, il peut y avoir quelques cas comme ça, mais en général, toutes les personnes qui ont pour le moins l'aide médicale d'État sont soignées aussi bien dans les hôpitaux que dans les centres médicaux des quartiers. Tous les médecins ne prennent pas l'aide médicale. Ça, c'est une évidence. Mais il faut se renseigner à la mairie, par exemple, pour voir dans les médecins qui prennent l'aide médicale et ceux qui ne la prennent pas. Mais on peut dire qu'en général, tout le monde est soigné en France. OK, alors, oui. Oui. C'est le médecin qui n'a fait pas le CMU en gros, la CMU. Est-ce qu'il y a des dispositions qui les contraignent à accepter? Est-ce qu'il existe des dispositions? Il faut déjà savoir si votre médecin est un médecin du secteur 1 ou 2, hein, parce que les médecins, c'est une profession libérale et ils ont droit d'avoir des honoraires supérieurs à la base même. Très bien. Alors, mesdames derrière, on est en train de parler des discriminations. Alors, certainement, on en a parlé hier, donc voilà. Vous entendez ce que les autres, les uns et les autres disent. Peut-être que aussi vous avez des expériences à vouloir partager sur ce que vous avez vécu en se disant peut-être j'ai été discriminé. Parce qu'après, c'est un sentiment. Après, comme on le disait tout à l'heure, il faut le prouver. Ça l'est tout. Alors, Ayodele, je sais que vous voulez partir, c'est ça? Allô? Ayodele? Non. Alors, j'ai été éjecté et là, je ne vous entends plus. Marie-Laure? Allô? Marie-Laure? Allô? Marie-Laure? Vous m'entendez? Alors, assistant. Citant? Assistant? Oui. Est-ce que assistant m'entend? Oui, assistant. Ah, ben c'est un plaisir de t'avoir, assistant. Alors, du coup, c'est vrai, tout à l'heure, la connexion, c'était un peu difficile. Alors, je rappelle. Oui, Marie-Laure, là, vous m'entendez hein, apparemment, non? Alors, non, vous ne m'entendez pas. Pourquoi? On m'entend pas? Tu veux que je coupe et que tu laisses Marie-Laure, c'est ça? Non, c'est bon. Exprimer? Non, c'est bon. Vous restez en ligne. Je voulais juste voir Marie-Laure qui a des difficultés apparemment, mais sinon, je crois que la connexion, elle est un peu faible chez elle, Marie-Laure. Alors, assistant,
Je te laisse te présenter parce que, alors, Assitan, elle est sportive. Hein. C'est une dame qui se bat. Elle a fait l'exposition sur le sport là, au Square Léon. Donc, une jeune très engagée dans le sport qui aide les mamans, qui aide en tout cas beaucoup, surtout les dames qui dans le bien-être en fait. Donc, c'est quelqu'un de très engagé. Elle dirige une association qui s'appelle Yarale. Et donc, je vais la laisser se présenter et parce que je souhaitais qu'elle soit là, elle fait des pratiques. Je crois qu'elle a peut-être de l'expérience sur certaines pratiques, sur certaines choses, peut-être à partager aussi avec le public. C'est ça qui est intéressant. En attendant que je reviendrai sur Rokhaya par rapport effectivement à la jeune ou aux jeunes qui voulaient faire son témoignage. Assistant, je te laisse la parole. On parle de discrimination, assistant, dans le sport. Et on a parlé aussi de la santé. Mais pour toi, je vais essayer de rester dans le sport. Est-ce que le sport, il y a des choses qui te semblent, qui te parlent ou qui pensent que vraiment, que tu estimes que c'est des pratiques qui ne sont pas du tout, voilà, pas des traitements égalitaires, en fait, dans le sport, par rapport à votre expérience, et qui peuvent être qualifiés de discrimination, bien entendu. Ok. Bah, merci pour cette introduction et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de vous partager un petit peu ce qu'on fait en l'occurrence. Il y a Ayodele qui dit qu'elle est là, donc c'est super, elle passera juste après moi, je pense. Du coup, on m'entend bien? Oui, on vous entend. D'accord, ok. Du coup, effectivement, moi, je suis du coup du 18e, comme il disait, j'ai 27 ans. Donc, j'ai toujours habité dans le 18e et j'accompagne effectivement les femmes, plus particulièrement les mamans, à prendre du temps pour elles par le bien-être. Donc, effectivement, on organise différentes activités. Je crois reconnaître un de mes voisins, si c'est bien lui, je ne sais pas. Peu importe. Et du coup, voilà, on fait différentes activités en offrant la possibilité aux mamans de garder leurs enfants pendant le temps qu'elles prennent du temps pour elles. Donc, ça peut être des séances de boxe, de fitness, de yoga, de marche à pied. L'idée étant vraiment de démocratiser l'accès au sport, au bien-être en fait pour les mamans. Et des mamans qui sont aussi également âgées, donc c'est pas forcément que des jeunes mamans. Donc c'est vrai que effectivement par rapport à ce qu'on fait, une maman elle a ses enfants. En fait souvent quand on a des sorties ou des choses comme ça au restaurant, tout bêtement ou même au théâtre, tout bêtement ce qu'on va se dire c'est que oui mais elle a déjà ses enfants. En fait le fait de dire ça, en fait, ça peut être réducteur dans le sens où une maman, en fait, elle a aussi besoin de prendre du temps pour elle. Elle a aussi besoin, en fait, de se retrouver avec les amis, etc. C'est-à-dire que même entre nous, des fois, indirectement, inconsciemment, on rejette le truc de « ouais, mais là, c'est môme ». C'est-à-dire que quand on dit « ouais, mais là, c'est môme », on sait très très bien que le restaurant n'a pas de garderie et que forcément, de ce fait, ça peut être une corvée, entre guillemets, d'avoir cette maman-là avec son enfant. Et sauf qu'en fait, de ce fait, ça exclut, en fait, ça peut exclure, en fait, une maman. Et beaucoup se sentent un peu, pas exclues dans le sens où elles sont dépassées. Bien sûr, elles sont dépassées par rapport à la charge mentale. Ça, c'est un autre débat que je voudrais aussi échanger un peu avec vous. Il y a aussi, en tout cas, l'idée par rapport au sport et la santé, forcément le sport c'est la santé et comment faire en sorte que à travers justement les actions qu'on peut mettre en place en commun, en complémentarité bien sûr, en partageant des synergies entre nous, je pense que c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est comment est-ce que lorsque on organise des ateliers ou des choses comme ça, comment est-ce qu'on peut intégrer systématiquement la garderie dans le sens où il y a des mamans, lorsqu'il y a des mamans, d'inclure aussi tout le monde. Et je ne dis pas qu'on n'inclut pas tout le monde, mais de ce fait, le fait de ne pas penser à ça, de ce fait, le fait de ne pas en parler, forcément, ça n'inclut pas tout le monde. Et donc, on parlait d'LGPD, on parlait de, justement, toute forme de discrimination, etc. Et justement, l'objectif, en tout cas, dans notre démarche au sein de Yarale, c'est d'être dans une démarche vraiment d'inclusion pour toutes les femmes de toute origine, de toute classe sociale confondue, mais surtout celles qui n'ont pas accès à se payer des séances de sport. Effectivement, on a des mamans qui ne se reconnaissent pas dans les salles de sport. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un sport
le type de sport n'est pas forcément adapté à elles. Donc, comment est-ce avoir une séance qui est déjà, j'ai pas simplifié, qui leur permet de se dépasser tout en s'amusant. Parce que on assimile beaucoup le sport à, forcément, en plus on parle des JO, etc. et tout. Comment faire en sorte qu'elle aussi, elle puisse intégrer différents dispositifs sans pour autant vouloir s'inscrire en club de haut niveau, parce que c'est pas leur but. Donc il y a un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, mais qui est super important en réalité, c'est la charge mentale qu'une femme peut avoir, une femme monoparentale, une femme même qui a ses enfants, etc. et qui vit dans quelque chose où elle a une pression quotidienne par rapport à l'éducation envers ses enfants. Et puis là, je parle dans mon cas personnel et dans le cas de femmes qu'on accompagne. Lorsque l'enfant réussit, la réussite, elle est aussi au niveau du père. Mais lorsque l'enfant échoue, ça vient, tout revient à la mère. Et là, l'idée, c'est à travers ce qu'on fait, c'est de se dire, ok, une maman, certes, elle a ses responsabilités, mais en fait, non, c'est pas que elle. En fait, c'est aussi le père. En fait, c'est un ensemble. Et souvent, elle se met dans ce truc-là où elle se dit, tout est à moi, parce qu'en fait, justement, on renvoie tout à elle. Et à travers ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de faire en sorte que, oui, t'es une maman, mais t'es une femme avant tout, en fait. Tu es une fille avant tout, qui a tout simplement grandi et qui a des envies aussi à combler. Et donc, oui, par rapport à la discrimination, en tout cas, nous, ce sur quoi on essaie de se focaliser principalement, c'est leur capacité à faire et à agir. C'est de leur donner des outils, ou en tout cas, des outils que nous, on n'a pas, de voir avec SOS Casamance, par exemple, ou d'autres, de voir avec des élus qui sont dans cette thématique-là, de voir comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour faire en sorte qu'elle aussi, elle puisse se sentir à l'aise au sein de la société, au sein du quartier du 18e. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, ce sur quoi, en tout cas, je voulais partager un peu quelques phrases. C'est de voir, en tout cas, pour chaque intervention, chaque événement, peu importe, si on sait qu'il y a des mamans, de faire en sorte, d'intégrer un système de garderie, parce qu'elles ont aussi besoin de profiter des moments, des instants de plaisir et de liberté pour des événements, pour qu'elles puissent se reconnecter à elles-mêmes, pour qu'elles puissent rencontrer d'autres femmes, etc. Il y en a plein des femmes qui sont dans le quartier, mais qui ne se connaissent pas entre elles. Et pourtant, ça fait longtemps qu'elles sont au sein du quartier. Ça ne se limite pas que à être au parc. Il y a beaucoup d'autres choses que justement des magnifiques associations mettent déjà en place. Et je pense que ça, c'est un des points vraiment super importants que je voulais partager avec vous. Merci. En tout cas, ta communication, elle est très riche, très riche. Et je crois que peut-être ça va faire aider quelques personnes aussi. Est-ce que j'ai des dames derrière, donc en fait, qui nous ont beaucoup écouté, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que vous avez entendu? C'est bon? Il y a une chose, il a dit, c'est ici, la fille, il habite ici. Oui. Voilà, parce qu'on habite dans le quartier. Vous entendez ce que dit la dame? Vous entendez bien? Ok, c'est parfait. Oui, j'entends, ouais. Voilà, on ne se connaissait pas entre nous. Bon, comme il a dit, on fait des associations. Comme ça, on peut programmer quelque chose pour nous. On va faire connaître. Donc, s'il y a des mariages chez nos enfants, on peut faire des réunions, nous tous. Voilà, c'est ça, on voulait, si la mairie, quand même, il donnait quelque part pour quand on a des mariages ou si on a des réunions. Notre quartier, s'il y a les fêtes des grands laïcs, on peut réunir pour manger, pour bavarder, comme les autres, les Européens. Au moins une fois par année, ils font des réunions. Donc, on parle de notre situation. Donc, pour moi, s'ils sont nous aider pour cela, ça nous fait des plaisirs. Comme ça, les enfants aussi, ils vont le connaître. C'est quels sont les enfants de maman, quels sont les enfants de papa ou maman. Au moins, même si le papa ne vient pas, mais nous, avec les enfants,
quand on présente, ça donne quelque chose quand même. Mais on est dans la même quartier. On met notre lama dans le poste, personne ne dit bonjour. On ne connaissait pas. Et ben, on est Europe, Afrique. Il y a des respects. Quand on voit, même ici avant, mais maintenant le temps là, il est changé. Quand on croisait dans les rues, on dit bonjour. Mais maintenant, il n'y en a pas. Quand vous ne connaissez pas, tu dis bonjour, il ne te regarde pas, même pas. Donc ça, c'est... Ça me plaît. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, c'est ça qui m'a fait plaisir dedans. Très bien. Donc, en tout cas, vous entendez ce que dit cette dame. Bon, en fait, voilà, c'est toujours dans l'esprit de vivre ensemble, comment on peut permettre effectivement que cette inclusion soit une réalité, en tenant compte effectivement de toutes les particularités, de toutes les spécificités, en tout cas des habitants de façon générale. C'est un peu ça l'idée. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions. Alors, il y a, comment elle s'appelle, Rokhaya. Oui. Alors, Rokhaya, oui, je sais pas. Merci voilà. à la maman pour sa réponse. Merci. Je vous en prie. Alors, Rokhaya, vous avez la parole, hein? Oui, alors moi, c'était dans la continuité des témoignages. Voilà, moi, mon témoignage, je l'ai fait. Maintenant, j'ai un autre témoignage d'une jeune fille qui est dans l'association. Alors, elle a été discriminée par rapport au voile. Elle avait un entretien dans le cadre de scolarité, je pense que c'était pour un stage. Alors, elle est allée en entretien, tout s'est très bien passé, elle a été bien reçue. On lui a fait visiter les locaux et au moment de l'entretien, vous m'entendez bien ou pas? Oui, on vous entend. Très bien. Alors, on vous entend. D'accord. Et je vous disais, au moment de l'entretien, le recruteur lui a demandé si elle comptait retirer son voile. Alors, la jeune fille lui a dit que c'était pas possible pour elle de retirer son voile. Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'un recruteur barre le CV de la personne devant elle en lui disant que ce ne serait pas possible de la prendre en tant que stagiaire puisqu'elle porte un bout de tissu sur la tête? Alors, la jeune fille, elle a été très frustrée à ce moment-là et comme moi, elle savait pas vers qui se tourner, vers où aller. Elle savait pas où aller, quoi. Alors, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ce moment-là? Alors, Marie, tu veux réagir? Oui, alors ça, on se trouve dans un cas quand même un petit peu compliqué, savoir que la France a le principe qui est à respecter partout, bien sûr, que porter le voile, si on le porte de la façon religieuse, ça peut poser problème. Maintenant, on peut porter un foulard qui est sans identité religieuse aussi. Ça peut être parce qu'on a un cancer et qu'on est obligé de cacher ses cheveux, enfin son crâne nu. Ça, c'est encore autre chose. Mais maintenant, il faut savoir si cette jeune fille se présente dans un stage, pour un stage, dans une collectivité qui dépend de l'État ou si c'est une entreprise privée. Si c'est une entreprise privée, il y a sans doute les principes de l'entreprise qui sont affichés dans l'entreprise. Alors effectivement, si les statuts, enfin non pas les statuts, les règles internes de l'entreprise qu'il ne doit pas y avoir de signe religieux, effectivement, elle devra enlever son voile le temps du stage. Elle le met dans sa poche et elle le remet sur la tête en sortant. Maintenant, si c'est pour des raisons de santé qu'elle est obligée de cacher ses cheveux, ça n'empêchera pas qu'elle puisse faire le stage, à condition qu'elle ne le porte pas de façon religieuse. Marie-Laure, peut-être vous voulez réagir par rapport à ce témoignage?
En fait, je suis assez d'accord avec ce que dit Marie, que je salue au passage. En fait, effectivement, c'est compliqué le sujet du voile en entreprise ou dans dans le milieu du travail en général. Parce que en fait, normalement, dans les entreprises privées, il n'y a rien qui s'oppose à ce que une salariée porte un voile, même religieux. À l'origine, en tout cas, il y avait, enfin, la laïcité, elle porte sur les agents publics. Donc, que ce soit des agents de l'État, des agents de collectivités territoriales, normalement, euh, les signes distinctifs religieux sont interdits. Donc, effectivement, il faut voir où est-ce que cette jeune femme souhaitait faire un stage. Est-ce que c'était public-privé? Et puis dans le privé, alors c'est compliqué. Et la jurisprudence, elle a évolué sur la question. Et voilà, moi, je suis pas juriste, alors j'essaye juste de me tenir au courant pour ces sujets-là. Mais il me semble qu'effectivement, une cour a condamné, a donné raison à une entreprise qui avait demandé à une salariée de retirer son voile. Donc, d'un point de vue juridique, c'est très compliqué. Après, d'un point de vue tout simplement humain, je trouve que c'est très maladroit de la part du recruteur de poser le sujet comme ça, en fait. Quand on a une jeune femme en entretien, pour un stage en plus, ça veut dire que c'est le début de la vie professionnelle ou alors que c'est une réorientation dans la vie professionnelle, mais qu'on est encore dans un cursus de formation. Poser la question, est-ce que tu comptes enlever ton voile? Bah pour moi, c'est problématique. Parce que ça pose en fait ça pose le voile d'emblée comme un problème. Quelle que soit la raison, que ce soit culturel, religieux, pour raison de santé, enfin voilà, ça pose d'emblée le sujet comme un problème. Et donc ça veut dire que la résolution, elle se fera pas dans le dialogue, enfin ça laisse pas beaucoup d'espace pour la discussion en fait. Et voilà, après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que du coup, elle n'a pas pu être embauchée en stage pour ça ou est-ce que ça a pu se faire quand même? Enfin, Non, elle n'a pas c'est pu. toujours délicat de parler de cas concrets et ça mérite vraiment des discussions approfondies, quoi. Ça, c'est très compliqué, très compliqué. Bon, ben, est-ce que. Non, mais j'aimerais bien intervenir là-dessus, si possible. Oui, oui. Alors, Oui, allez-y. je pense pas que ça soit compliqué. Au contraire, je pense qu'il y a de plus en plus de structures qui sont dans une dynamique d'inclusion. Donc, effectivement, si c'est un stage à la mairie, on comprend bien que c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'il faut être optimiste là-dessus. Il y a de plus en plus de. J'aimerais bien que vous puissiez, en tout cas, communiquer avec elle le fait qu'il y a de plus en plus de femmes portant le foulard qui sont salariées, qui ont trouvé des stages, qui ont trouvé des entreprises en alternance et c'est possible en fait. Faut juste pas qu'elle soit voilà, qu'elle soit désespérée, etc. Au contraire, faut que voilà, elle continue à affirmer ses valeurs tout en ayant conscience en fait du fait qu'il y en a qui peuvent dire non, mais il y a différentes entreprises qui sont justement ouvertes au fait que c'est des personnes ça peut être des personnes qui sont en corrélation avec les valeurs qu'ils portent au niveau de l'entreprise. Je pense qu'il faut surtout pour moi, à mon sens, et c'est ce sur quoi j'ai beaucoup bossé, c'est comment est-ce que je peux apporter ma valeur ajoutée au sein de la structure, de prendre le temps de voir les valeurs de l'entreprise, de prendre le temps de voir vraiment ce que l'entreprise elle fait, etc., pour pouvoir en fait être à l'aise en fait au sein de l'entretien. Donc j'aimerais bien la rencontrer, si possible, pour pouvoir, pourquoi pas, le partager une partie de mon expérience. Et si jamais elle n'a pas trouvé de stage, je serais ouverte en tout cas à regarder son CV pour pouvoir le communiquer à des personnes pas forcément voilées, hein, qui ont leur entreprise et qui seraient ravies de regarder d'abord ses compétences avant de regarder son foulard. C'était juste une petite aparté. Moi, je veux bien compléter mon propos de tout à l'heure, si vous voulez bien. Quand je dis que c'est compliqué, c'est pas que c'est un problème en soi. C'est pas du tout ça. C'est que c'est compliqué d'un point de vue lutte contre les discriminations de dire cette entreprise
parce que la jeune femme porte le voile est en tort. C'était ça en fait. On revient à la question de la preuve, comment prouver que c'est bien une discrimination. Mais c'est aussi compliqué parce que la jurisprudence donne parfois raison à des employeurs qui, de notre point de vue, discriminent. Mais parce qu'il y a ce sujet, voilà, des valeurs de l'entreprise. Voilà, je maîtrise pas trop le champ juridique dans cet aspect-là, mais voilà, moi, le côté, c'est compliqué, c'est que la loi, elle me semble pas très claire, en tout cas dans son application par les entreprises, c'est difficile de prouver que c'est une discrimination, alors que à titre personnel, moi, je pense que c'en est une. Voilà, mais donc merci pour votre action, madame, pour ce que vous faites. Je pense que c'est important. Et puis, voilà, nous, on est là pour aider aussi. Mais voilà, de notre point de vue, c'est compliqué de prouver que c'est une discrimination dans ce cas-là. Alors, est-ce que si jamais il y a de plus en plus de personnes qui rencontrent ce genre de problématiques au sein du quartier, est-ce que vous pensez que ça peut être envisageable d'avoir, je sais pas, de pouvoir justement échanger avec ces femmes-là qui ont vraiment envie d'apporter leur valeur ajoutée au sein de la société avec leurs compétences, etc., qui pour elles ont fait de nombreuses années d'études, etc., et qui sont alignées avec leurs valeurs, mais qui pourtant voilà, veulent quand même travailler au sein des entreprises. Parce qu'il y en a qui travaillent, qui ont réussi à trouver une entreprise, il y en a qui n'ont pas développé cette affirmation de soi, et c'est compliqué niveau estime de soi, etc., parce que c'est pas forcément encourageant, etc., et ça peut s'entendre. Est-ce que vous pensez, au même titre que justement des points de parole que vous avez au sujet justement des personnes qui sont discriminées à d'autres niveaux, est-ce que vous pensez que ces femmes-là peuvent être intégrées juste pour qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent se sentir aussi écoutées à ce sujet? C'est une question. Oui, du coup, si je peux répondre directement. En fait, le réseau de lutte contre les discriminations, donc il est tout récent, encore une fois, mais l'objectif, c'est de traiter toutes les discriminations. Donc là, tout à l'heure, je mentionnais le plan d'action contre les violences LGBT-phobes, mais justement, notre objectif, c'est de faire des réunions thématiques où à chaque fois, on abordera un aspect des discriminations différents. Et dans l'objectif d'avoir des propositions, d'être force de proposition pour que ça change à l'échelle de notre territoire, le 18e, à Paris. Et puis après, si c'est des revendications qui sont plus nationales, on les portera auprès des députés. Mais oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne idée qu'on puisse faire une réunion sur le sujet. Et puis, voilà, moi, je vous laisse mon adresse mail dans le chat. Et puis comme ça, on peut préparer ça et ce sera avec grand plaisir. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité, en tout cas, Marie-Laure. Et puis, c'est ça aussi l'intérêt. Hein. Donc là, il y a quand même des acteurs de terrain, des gens qui travaillent avec des publics. Et évidemment, je sais qu'après, voilà, on rencontre tous des fois des situations du genre où on n'a pas les réponses qu'il faut, où on est un peu contrarié. Mais le fait de partager un peu la parole dans ce genre d'espace-là, ça permet effectivement peut-être de faire avancer un peu certaines réflexions que nous rencontrons, des problématiques que nous rencontrons, en tout cas vers des solutions, et ça serait tout à fait génial. Alors, j'ai Pape, Cicero Pape. Oui, est-ce que tu m'entends, Sylla? Oui, là, je vous entends. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette opportunité que tu m'offres encore d'intervenir sur les liens entre la discrimination, la pratique du sport et l'exercice du droit. Beaucoup de choses ont été dites et rapidement. Pour la dame qui était en état de grossesse, il y a ce qu'on appelle le contexte de réalité. Si, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un qui est opérationnel ici et maintenant, je ne pense pas que le droit puisse nous refuser effectivement de ne pas prendre cette personne-là. Tout dépend de la communication. On pourra lui dire, votre CV m'intéresse, mais en l'état actuel, j'ai besoin de quelqu'un d'opérationnel. Il me semble qu'on peut le dire dans le droit, et après dire aussi, votre CV m'intéresse. Revenez me voir une fois que vous avez accouché, etc. Je pense qu'il ne faut pas tout simplement amalgamer les choses. Et quelqu'un l'a si bien dit, quand on vous dit,
est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants dans 1 an ou 2? Pour ma part, ça, c'est de la discrimination. Ça, c'est interdit par la loi française. C'est très interdit. Hein? Beaucoup de gens l'ont dit ici. OK, donc il faut faire la part des choses. Sur le voile aussi, je pense aussi que ça dépend des entreprises, ça a été bien dit. Dans les entreprises privées, ça ne pose pas de problème. Dans le public, effectivement, non. Il faut respecter effectivement les lois de la République et puis s'y conformer. Après, maintenant, dans l'espace privé, vous faites ce que vous voulez, mais dans l'espace public, c'est la neutralité. Il ne faut pas de signes ostentatoires, etc. Et vous savez qu'on traverse en France en ce moment des crises avec des gens comme Zemmour, etc., qui font que même là où il n'y a pas de problème, ça devient un problème. Voilà. Mais comme l'a dit Mélenchon, je ne suis pas du bord de Mélenchon, il ne faut pas laisser à des gens comme Mélenchon le terrain, parce qu'ils vont abreuver les gens qui n'attendent que ça. C'est-à-dire que le prétexte de l'immigration, le prétexte de l'étranger, le prétexte du droit d'asile, etc., on a parlé de l'AME, etc., tous ces prétextes-là sont pris en charge, et Zemmour le dit très bien, ils viennent nous piquer ce qui nous appartient. Et nous-mêmes, on n'est pas bien. Comment faire place à autrui, etc. Donc, il faut effectivement des rencontres comme ça pour informer. Moi, c'est surtout les jeunes. Informer les jeunes qu'ils ne baissent pas la tête, mais qu'ils aillent chercher le savoir, mais qu'ils soient aussi très polis, très corrects. Vous voyez ce qui s'est passé dans ce lycée, ce jeune homme qui a poussé son professeur. J'en profite pour le dire parce que vous avez des jeunes à SOS Casamance, vous avez des jeunes qui vous suivent, etc. Et il faut leur apprendre effectivement la retenue, savoir rester calme et le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité. Respecter quelqu'un, ce n'est pas avoir peur. C'est tout simplement traduire son éducation. Je reviens maintenant à la discrimination. La discrimination, c'est tout simplement discriminer, c'est séparer. Il faut le dire, c'est séparer. C'est, comment dire encore, opérer, comment dire encore, une disqualification. Dans le domaine de la santé, et en temps de crise, c'est en temps de crise que la discrimination est complètement manifeste. En temps de paix, la France traditionnelle, il y a 50 ans, etc. Quand vous allez à Paris, mais non, il n'y a aucun problème du tout, c'est un être humain, il est différent de moi, mais et alors? Mais en temps de crise, la discrimination devient manifeste parce que les gens sont assoiffés, les gens ont faim, etc., etc. Mais est-ce une raison? Non, ce n'est pas une raison. La France est une terre d'accueil, et on le sait tous. Et Badab l'a très bien dit, je pense que c'est Marie, la France est une terre d'accueil. Dans les hôpitaux, normalement, quand vous avez des difficultés, on doit vous accueillir. Effectivement, il y a des travers. La médecine générale privée peut ne pas vous recevoir. Il y a des gens qui l'affichent. Nous ne prenons pas de gens avec AME ou CMU. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que la France accueille au niveau de ses hôpitaux, soigne, et c'est après qu'on va te demander des formalités, et l'assistante sociale est là, qui va t'ouvrir des droits, etc. Donc la France est... Alors la discrimination, c'est aussi, par exemple, quand vous allez dans les hôpitaux, il y a des gens qui vont flécher. On appelle ça le fléchage. Ils vont flécher pour dire, ici pour les gens CMU, ici pour les gens, etc. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la discrimination. Manifeste, on le voit. Ce sont des choses qui arrivent, qu'on rencontre. Et aussi, je voulais parler de la discrimination dans le... Et ce n'est pas seulement aux étrangers. Alors, dans la discrimination, il ne faut pas seulement réduire ça à l'autre. La discrimination touche, y compris des Français de chouche. On a tendance à l'oublier. La discrimination, par exemple, les roux, à une certaine époque de l'histoire, étaient discriminés. Parce que tout simplement, ils avaient une couleur de peau, des cheveux différents. Il faut le savoir, il faut intégrer ça. La discrimination n'est pas l'apanage des étrangers. La discrimination est un fait global à l'intérieur d'une communauté. C'est disqualifier, c'est distinguer, opérer des distinctions. Quand la distinction a un contenu idéologique, c'est du racisme. D'accord? Je voulais aussi parler du sport. Vous savez que quand tout va bien, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination. On l'a vu avec le cas de Mbappé. Je me suis tué parce que quand il a raté son penalty, je ne suis pas tellement amateur de football, mais en ma qualité de philosophe et de sociologue, je me suis dit, regardez, Mbappé qui a tout donné, tout donné, mais il a fait une seule erreur, mais c'était fatal.
toutes les insultes sont venues. Même la mère d'un joueur s'est permis effectivement d'attaquer son papa. Heureusement que le père de Mbappé est un grand sportif, un gentleman qui est resté calme. Est-ce qu'il avait peur? On a vu qu'il est costaud. Est-ce qu'il avait peur? Non, il n'avait pas peur. Parce que tout simplement, il a répondu autrement à cette dame-là. Et tout le monde a salué son calme. Si le papa de Mbappé avait foncé sur cette dame-là, mais les critiques allaient tomber. Donc, ça, il faut le comprendre. La discrimination, moi, je sais aussi que, par exemple, comme je vous ai dit, ça ne touche pas seulement les étrangers, mais aussi, par exemple, les gens qui sont un peu gros, les handicapés, dans le football, les malvoyants, etc., etc. De quel droit est-ce qu'on doit les marginaliser? Et vous savez que le sport, on peut effectivement, il y a des dispositifs assistentiels, comme on appelle des dispositifs assistentiels. Ça veut dire quoi? À travers le sport, on va récupérer, par exemple, des gens, à l'époque, on les appelait des RMistes, maintenant, c'est le RSA. Ou bien des gens qui sont un peu des handicapés, etc. À travers le sport, on va les récupérer pour leur donner du sens, pour qu'ils s'estiment et qu'ils sachent qu'ils ont la capacité de faire. Un malvoyant, un handicapé, un gros qui veut faire du sport, pourquoi on va l'interdire? Parce que tout simplement son corps ou son état non. Donc, il y a ces formes de discrimination qui existent, etc. Mais des associations se battent pour que chacun puisse effectivement faire ce qu'il a envie de faire. On lui trouve des moyens. Et la France est un beau pays dans ce sens-là. Vous avez vu, il y a longtemps, Yannick Noah a développé le tennis dans les quartiers populaires. Mais tout le monde pensait que le tennis était réservé aux bourgeois, mais c'est faux, c'est un sport comme tous les sports. Ce qui est compliqué dans le tennis, c'est la tenue. Moi, j'ai fait du tennis, je ne suis pas un fils de riche, je l'ai fait au Sénégal. Mais je n'achetais pas les chaussures et j'avais une très belle raquette qui me venait des États-Unis, qu'un de mes frères m'avait offert. Yannick Noah a développé ça. Pourquoi? On appelle ça la démocratisation du sport. Pour que tout le monde accède au sport. Tout le monde, il l'a développé à Ivry, etc. Donc, il faut effectivement penser à tout ça. Et ce qui est très important, et c'est ce que vous faites, c'est de préparer les gens à entendre la critique, à entendre le regard discriminatoire et à pouvoir répondre sans violence, à être calme et apaisé. Quand on sait, on ne se bat pas, on n'est pas violent. Le regard, le silence est une réponse à celui qui est agressif. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on doit apprendre à nos jeunes. Et c'est ce que moi, j'enseigne à nos jeunes. Se taire, regarder, ne rien dire, ne veut pas dire que je suis poltron. Non, c'est que je suis civilisé et je ne veux pas me battre. Et tu n'as rien compris. Maintenant, s'il porte la main, etc., c'est autre chose. Voilà, donc voici grosso modo ce que je voulais tout simplement dire, que la discrimination est un fait qui est réel, mais qu'on peut l'affronter. Et il y a beaucoup d'associations qui travaillent effectivement pour que chacun soit bien là où il est, qu'il soit respecté dans le travail, dans son quartier, partout où il est, mais il faut aussi que les citoyens soient respectueux de la République. Moi, je suis extrêmement à cheval là-dessus et Marie ne me contredira pas. Il faut aussi que nous aussi, on respecte la République. Et c'est très facile de dire, c'est de la discrimination, c'est de la discrimination. Soyons posés, reculons un peu, pour mesurer est-ce que c'est de la discrimination ou pas. Il y a des discriminations fines dans le logement, etc. On le sait très bien, dans le logement, dans l'emploi, on le sait. Ce sont des discriminations fines. Je pense qu'une dame a dit, ils ne vont pas vous dire pourquoi ils ne vous ont pas pris, etc. Il y a toujours des passerelles, etc. Voilà. Donc, il faut être très calme là-dessus et ne pas tout prendre comme de la discrimination et avoir la capacité de réagir, de résilience. Comment? Par des associations, les municipalités, les structures comme SOS Casamance, etc., qui vont vous aider, vous accompagner effectivement dans le respect de vos droits. La France est un pays de droit. Enseignons cela à nos enfants, donnons-leur de l'instruction et du savoir. C'est ce savoir-là qui va leur permettre de se hisser, de se tenir debout et qui va faire notre fierté. Parce qu'on a besoin de ces jeunes-là
bien éduqués et qu'il n'ait aucun complexe parce que tout simplement, leurs parents, leurs grands-parents ont investi ce pays-là, ont travaillé à la sueur de leur front, à la sueur de leur front et ont participé à ce que cette France est devenue. Et ils sont français. Voilà. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le refus d'avoir le complexe, de baisser la tête. Voilà. Et de dire, oui, c'est de la discrimination, c'est de la discrimination. Réfléchissons et avançons. Et travaillons ensemble pour le vivre ensemble, comme vous le faites dans le 18e arrondissement. C'est encore une occasion pour moi, Silla, et je ne te flatte pas, tu me connais, de vous féliciter avec Marie qui est souvent avec toi, pour vous dire vraiment, vous faites un travail. Chaque fois que je fais des conférences à travers le monde, je ne cesse pas de vous citer, de vous dire, de dire aux gens le travail que vous menez dans des lieux dits difficiles, mais vous maintenez le cap avec le jeune Sané, tous ces jeunes qui sont autour de vous. Je voudrais vous dire encore une fois, bravo, et vous savez que Pape Sissoko ne flatte jamais. Je dis ce que je pense et j'essaye de stimuler les jeunes qui travaillent pour qu'ils avancent. Je suis derrière vous, je vous accompagnerai. Voici ce que je voulais dire pour l'instant et j'ai le droit parce qu'effectivement je n'ai pas pu parler, c'est là depuis un moment. Voilà. Hein? Et je reste à l'écoute, voilà. Bon, mais en tout cas, merci Pape pour cette intervention. C'est vrai que comment dirais-je, on arrive vraiment au terme même de cette échange. Alors, je vous remercie. Il y a une écho là. C'est voilà, revenu. on arrive au terme de cette échange parce que le but, effectivement, c'était. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. On peut passer des heures et des heures et des heures, mais bon, à des moments donnés, il faut savoir commencer, mais il faut savoir aussi arrêter. Et je crois que là, il est 19h. En tout cas, sur ce plateau, en tout cas, pour ceux qui ont participé à cette animation-là, il y a, je pense que ce que vous avez dit, il y a Marie-Laure Casier, qui est adjointe au maire chargée de discrimination à la mairie du 18e, bon, certainement qui a pris des notes, qui en tout cas peut-être a apprécié ce que vous voulez dire, par rapport effectivement à l'approche qu'on peut avoir sur les jeunes, et au message qu'on peut développer pour les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre effectivement quelle tenue avoir face à des situations des fois qui peuvent être très difficiles, mais rester vraiment droit dans les bottes avec vraiment la dignité et donc tout ça c'est la sensibilisation, l'éducation à mon avis qui sont des moyens extrêmement importants à développer davantage pour permettre à ces jeunes-là d'avoir ces ressources et peut-être de ce genre de tenue. Et il y a également, voilà, dans ce truc, c'est vrai qu'on n'a pas eu à beaucoup parler, il y a Rokhaya de Espoir 18, donc avec des témoignages assez intéressants. Donc je crois que la connexion va se faire avec Marie-Laure pour permettre en tout cas d'avancer sur cette réflexion, en tout cas sur les cas que vous avez posés. Assistant également, assistant Keita, qui est sportive, militante associative, très aussi engagée sur l'accompagnement de nos mamans, en tout cas pour le bien-être, pour l'estime de soi, en tout cas pour plein de choses. Donc, c'est un truc qu'il faut comment dirais-je, qu'il faut saluer. Et à côté, donc, notre partenaire Marie. Oui, mais voilà. Je voudrais revenir justement sur le problème de la dame qui suit la jeune fille, qui n'a peut-être pas ou peut-être été acceptée au stage. Alors, il y a Marie-Laure, c'est intéressant parce que Marie-Laure a parlé des réseaux, donc elle a donné son contact, il y a Stan aussi qui a donné son contact. Et ce qui serait intéressant, peut-être, voilà, c'est de peut-être créer renforcer ce réseau dont on parle. J'aimerais beaucoup suivre le cas de cette jeune fille, connaître exactement le contexte, le soumettre au service juridique du MRAP qui lui donnera une réponse ou qui entamera une procédure, justement une procédure par rapport à ce problème-là. En connaissant évidemment tout le contexte. D'accord. Il y a Rokhaya Tonton. Donc, ce que je vais faire, Rokhaya, je vous envoie le contact de Marie. Et comme ça, vous puissiez rentrer en contact avec elle. Très bien, merci Amadou. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être beaucoup plus pratique. Et puis, encore une fois, peut-être je vous laisse, Marie-Laure, peut-être un dernier mot. Mot de conclusion, en tout cas, je vous fais cet honneur-là en tant que chargé de discrimination. Il y a Ayodole également, donc je crois qu'il est parti.
qui est parti. Mais en tout cas, merci à Ayodele d'avoir participé à cet échange-là. Donc, je laisse à Marie le mot de conclusion pour cet échange. Un petit aparté sur la santé. Alors, on est déjà 20h. Alors, donc moi, je laisse à Marie-Laure de nous faire le mot de conclusion. Marie, je vous laisse la parole. Oui, bah merci beaucoup pour cette table ronde et puis pour votre invitation. Marie, je pense qu'on peut continuer nos échanges avec le MRAP 18e dans le cadre du réseau de lutte contre les discriminations. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire et notamment, bah voilà, comme vous venez de le proposer, pour aider des cas concrets de personnes discriminées. Voilà, ce sera avec plaisir de travailler avec vous. Pour le petit mot de la fin et puis pour faire un peu le lien entre sport, lutte contre les discriminations et santé, je voudrais juste vous parler de la tribune qui est sortie dans Le Monde hier, qui s'intitule « Le sport est sous-exploité en tant que solution à nos problématiques de société ». Alors, c'est pas moi qui ai écrit cette tribune, c'est des spécialistes du sujet, mais c'est un texte qui est assez intéressant et dedans, il rappelle que la France, elle est 119e sur 146 en matière d'activité physique des jeunes. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour promouvoir le sport, y compris chez les jeunes. Et ça passe par nous, en tant qu'élus municipaux, soutenir les associations sportives notamment, voilà, soutenir en fait tout le mouvement associatif qui va permettre de lutter contre toutes les formes de discrimination. Voilà, c'était ma petite conclusion. Et puis j'espère continuer à échanger avec vous toutes et tous très bientôt. Merci. Et si je suis pas adjointe, pardon. Je suis élue conseillère déléguée, je suis pas adjointe, pardon. Voilà. Merci pour cette précision. Ça ne change pas grand-chose, mais... Merci Marie-Laure pour la disponibilité. C'est très intéressant d'avoir en tout cas participé à cet échange-là. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de poursuivre ces échanges, ces discussions. C'est très, très intéressant. Merci à Pape. Et merci au public, à tous ceux qui sont venus, aux dames, en tout cas, qui étaient là. Qui sont restés, donc ça veut dire que c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Et puis on va y revenir très très rapidement, voilà, avec des formes de rencontres peut-être autres que peut-être ça, et permettre à ce qu'il y ait une plus large expression des uns et des autres, en tout cas sur la question. En tout cas, merci. Merci beaucoup, merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et bonne semaine de lutte contre les discriminations à tous les Parisiens et Parisiennes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Bonne semaine. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Alors, très bien. Ok. Je vais répondre à votre question tout à l'heure que vous posiez sur les personnes qui n'ont pas fait les démarches pour avoir l'aide médicale d'État. Et qui doivent payer également les médecins et les hôpitaux. Quand on n'a pas fait la